Dans cette partie, on va traiter la suite du champ électrostatique. La dernière fois, on a traité l'exercice 1 sur le champ E et le potentiel. Dans cet exercice, on va utiliser ou savoir l'utilisation du théorème de Gauss pour la détermination d'un champ E électrostatique créé par un système symétrique. Par exemple, un fil, un cylindre, une sphère, etc. Donc, je rappelle le cours. Théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le flux du champ E à travers une surface S fermée est égal à toutes les charges électriques à l'intérieur de cette surface divisé par epsilon 0. Donc, le flux du champ E que je veux chercher à travers une surface est égal à toutes les charges à l'intérieur de cette surface sur epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss dans le vide. Si je suis dans un autre milieu, je dois multiplier par epsilon R, la relative. C'est un cas très rare. Vous travaillez toujours dans l'air ou bien le vide. L'air, il est considéré comme le vide. Et voilà, ça c'est un rappel du cours. Voilà l'exercice d'aujourd'hui que l'on va ensemble étudier. On veut déterminer le champ E causé par un fil infini. Infini en physique, ça veut dire très lent. Ce n'est pas l'infini des maths, la théorie. Infini, ça veut dire sa longueur est très grande devant la distance où je veux étudier E. C'est-à-dire OM doit être plus petit que la longueur du fil. Donc E causé par un fil infini. Que me dit Gauss? Voilà le fil. Le fil, c'est comme un petit cylindre. Donc, il est symétrique. Donc, je dois chercher d'après Gauss la surface dite de Gauss. La surface de Gauss, c'est une surface que je dois choisir. Cette surface, elle doit entourer le système étudié. Le système étudié, c'est le fil. Donc ici, la surface qui convient, la surface adéquate, c'est un cylindre. C'est un cylindre de hauteur h, de rayon petit r, qui peut varier. Donc, je prends mon fil, et je l'entoure, je l'enveloppe par un cylindre de rayon petit r, de hauteur h. Le fil, c'est l'axe de symétrie de ce cylindre imaginaire. Ce cylindre, c'est la surface de Gauss. Donc, le cylindre, il a deux bases, il a une surface latérale. Que me dit Gauss? Il faut toujours orienter les surfaces. La surface d'en haut, je l'oriente par un vecteur n, toujours vers l'extérieur. Le vecteur normal qui oriente une surface doit être toujours dirigé vers l'extérieur. Pour la surface d'en haut que j'ai appelée S1, son vecteur normal qui la dirige, c'est N1, c'est un vecteur unitaire. Pour celle d'en bas, S2, elle est orientée par N2. Et la surface latérale qui entoure le fil, elle est orientée par un vecteur N3. Donc, à droite ou bien à gauche, c'est un cylindre, vous choisissez un 3 là où vous voulez. C'est un vecteur orthogonal à cette surface dite latérale. Par symétrie, le champ E, il sera porté par l'un des rayons du cylindre. Tout rayon du cylindre doit comporter le champ E, doit porter le champ E. Donc, le champ E est collinéaire à chaque rayon du cylindre. Ça y est, c'est comme si vous avez une roue d'une bicyclette où il y a plusieurs tiges qui sortent du centre O. Tout à l'heure, on va expliquer ça. Donc, le fil, il est chargé d'une charge linéaire, lambda. Ça y est, chaque partie du fil porte une certaine charge élémentaire. Et en utilisant Gauss, j'écris que la surface totale, c'est les deux surfaces, le haut et le bas, plus la surface latérale. C'est ça la surface de ce cylindre. C'est S1 plus S2 plus S3 la latérale. Le champ E, il appartient au plan de symétrie du fil. On a déjà vu ça. Le champ électrique, il appartient au plan de symétrie du système.
Alors que le champ B, lui, il appartient au plan d'antisymétrie. On va voir ça dans les exercices la prochaine fois. Donc, j'applique Gauss directement à cette surface. Donc, le flux de E à travers sigma total, c'est le flux de E à travers S1 plus le flux à travers S2, S1, c'est la même chose, c'est permuté. Ensuite, le flux à travers la surface S3, la latérale. Tout ce flux est égal à Q qui se trouve à l'intérieur de ce cylindre divisé par epsilon 0. C'est ça le théorème de Gauss. Je l'ai détaillé un petit peu. Que vaut le flux sur S1? Remarquez une chose, le produit scalaire EN1 est nul parce que E est perpendiculaire, le champ scalaire EN1. Voilà le E et voilà le N1. Ils sont orthogonaux. Le produit scalaire est nul, 0. Plus la deuxième intégrale, EN2. Voilà le E et voilà le N2. Ils sont orthogonaux. Le produit scalaire est nul. Ça y est. Il me reste la troisième intégrale, c'est E, je fais sortir le E, il ne dépend que de R, fois la surface de la surface latérale. La surface latérale, c'est le périmètre fois la hauteur. C'est le périmètre fois la hauteur. Voilà le périmètre, c'est 2πr fois la hauteur h. C'est ça la surface S3, la surface latérale qui entoure le fil, est égale à Q intérieur sur epsilon 0. Voilà, donc mon théorème de Gauss, qui était compliqué au début, se réduit à cette équation. Et voilà, je détermine le E, sachant que la charge à l'intérieur du cylindre, ce n'est que la charge qui se trouve sur le fil. Or, la charge sur le fil, elle est linéique, est égale à la surface linéique fois la longueur du fil. La longueur du fil qui se trouve à l'intérieur du cylindre, c'est h. Donc, Q intérieur, c'est lambda fois h. Je le remplace ici et je tire mon champ E en un point M quelconque au voisinage du fil. C'est lambda, la charge linéique, sur 2πr fois epsilon 0. R, c'est la distance OM. Donc, voilà la configuration du champ E, par exemple, vu de dessus ou bien de dessous. Voilà, le champ, il est centripète. Parce que la charge, elle est positive. Le champ E, il s'éloigne, il change positive. Donc voilà une vue dessus. Voilà la structure, la configuration du champ E dans ce cas. Donc, si on veut mathématiser la situation, la variable ici, c'est R. C'est comme si j'avais une fonction A sur X. Donc, c'est une branche d'une hyperbole. Donc, étudions les branches infinies. Si R tend vers 0, c'est-à-dire je m'approche le plus possible du fil, alors E tend vers l'infini. C'est évident. Un nombre sur 0, c'est l'infini. Voilà. Donc, lorsque R tend vers 0, alors le E, il tend vers l'infini, vers le ciel, vers le haut, l'infini. Si R tend vers l'infini, voilà, je m'éloigne du fil, c'est évident, il n'y a plus de E. Le E tend vers, donc, si R va vers l'infini, le champ E, il chute vers 0. Voilà, une représentation graphique qui vous illustre notre cas. Voilà pour aujourd'hui.